5 000 francs CFA. Pas un franc de plus. 5 000 pour nos loisirs. Les parents n'en verront rien de plus. Il y avait le cinéma. Il y avait ces films que l'on voulait tous voir. Absolument voir. Mais si on envoie Denkes et sa qualité de conteur, on peut économiser. Il dut céder nos écus parce qu'il est assuré qu'il saura retranscrire au meilleur ce qu'il a vu. C'est lui notre film, c'est un père d'histoire. Raconter des choses n'aura jamais été aussi simple avec le conte de Denkes. Tu peux prendre des fleurs de thé et bavarder sur le rapport de cette tisane asiatique au travers les bouches du blanchisseur, de la commerçante de poissons au marché de la capitale, et bien d'autres encore. Tu peux prendre les grands discours et pavaner la politique du pays en sujet du diagnostic humain, comme si les hommes avaient davantage à raconter que leur stature et les lois de leur bureau ovale, alors que c'est un carré. La rencontre avec Draman était une combinaison de palabres carrés. Tout était toujours dirigé vers la rêverie, la découverte, la curiosité, la débrouillardise. Dans son carré de droiture, Draman envie la poursuite de l'écriture et la continuité du prix littéraire Baobab. Ce prix qui récompense les auteurs de l'Afrique, l'histoire de l'Afrique, les souvenirs de l'Afrique. La mémoire ou les souvenirs de ce coin, berceau de l'humanité qui a vu naître les mots, qui n'en étaient pas encore. Et finalement, Draman Denkes avait dit que nous sommes le résultat de la somme que nous sommes. Et ça m'a fait réfléchir. Alors le temps de ses confidences, nous serons ou saurons de lui. Draman Denkes, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté cette entrevue. Comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Oumou, je vais très bien, merci de m'avoir invité. Vous savez, c'est toujours un plaisir de répondre à des invitations d'une sœur. Et puis moi, je suis content d'être là. Merci infiniment. Aujourd'hui, on va faire un retour sur ton parcours, bien entendu, ton parcours d'écrivain. On va parler aussi de la fondation Baobab, du prix littéraire. On va également parler aussi de ton passé de journaliste, mais également de ton enfance. Et j'aimerais commencer par te demander qui était le petit Draman. Waouh, ça c'est difficile. Je suis pas à l'aise pour parler de moi. Je pense que c'est la première fois que j'accepte de le faire. Ça m'a fait des jaloux parce que je l'ai refusé à plusieurs personnes. Mais je sais pas, qu'est-ce que je peux dire de ma vie? Moi, je suis né d'une famille modeste. J'ai grandi dans une famille modeste du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Donc, je suis né à Bobo, dans la commune d'Aboboga, qui est la plus grande commune d'Abidjan. C'est vrai que c'était une famille vraiment modeste. On va dire, dans mon quartier, on dirait que mon papa avait l'argent, il y avait un peu de moyens. Mais ce n'était pas vraiment le cas. C'est juste qu'on se suffisait largement, on avait tout à nos portées. Et mon père, c'était un commerçant, donc on avait vraiment tout. Et puis à Noël, on avait les plus beaux cadeaux parce que lui, il faisait le commerce de tous ses jouets également. Donc j'ai vraiment manqué de rien. Et en grandissant dans un milieu un peu hostile, un quartier populaire où on rencontre toutes sortes de cailles, de durs. Et puis voilà, on a été victime aussi d'intimidation, de chantage et tout ça. Mais ça nous permet d'être l'homme qu'on est aujourd'hui, de grandir dans l'adversité, de se frotter au dur pour être dur. Et puis comme ça, moi, à l'âge de 13 ans, j'ai obtenu mon certificat d'études pour aller au collège. Donc j'étais rendu au collège et en Côte d'Ivoire, comment ça marche, c'est que quand on est encore en train de composer, il faut choisir 3 écoles, 3 collèges où on a envie d'être orienté. Et puis quand c'est comme ça, on a été orienté dans un collège qui se trouvait à peu près une ville qu'on appelle Bonois, 150-200 km à peu près d'Abidjan. Et puis de là où moi j'étais, et quand c'est comme ça, tu te dis, bon, mon papa dit, bon, Bonois c'est trop loin pour un enfant, et puis on ne connaît personne là-bas, ça va être difficile de le laisser aller tout seul à 13 ans, est-ce qu'on le fait, on ne le fait pas, écoute, on va lui payer un collège privé ici, il va rester à Abidjan. Et donc pendant que les parents y pensent, ils finissent par se dire, ma mère dit qu'on va lui payer un collège privé. J'ai dit non, maman, écoutez, il y a déjà une place gratuite qui est disponible, pourquoi qu'on payerait, laissez-moi partir. Et puis c'est comme ça que je suis allé pour Bono à l'âge de 13 ans. Et puis là, on n'a pas de tuteur, on ne connaît personne, donc on se loue une chambre. Et puis les parents nous envoyaient de l'argent comme ça chaque mois qu'on utilisait pour payer le loyer, payer l'électricité, faire nos cuisines, gérer. Ma mère disait que 13 ans c'était tôt, mais moi je voulais partir à 13 ans et puis ça m'a permis d'être quelqu'un d'autre. Et quand je suis allé à Bonois, j'ai fait 4 ans là-bas. Et puis tu te rends compte que tu n'es pas seul et qu'il y a plusieurs élèves, enfants qui viennent de différents horizons aussi et puis qui sont dans la même situation que toi. Donc ensemble, vous formez une forme de famille et puis vous restez soudés. C'est un pour tous, tous pour un, quoi. Et puis ensemble, c'était vraiment la solidarité. Et puis j'ai apprécié ce moment-là de la vie. J'ai gardé beaucoup de contacts avec ces amis-là d'ailleurs. Donc, puis ça nous a permis de nous forger. Et puis c'est là-bas aussi on a aussi les prémices de l'écriture où on a commencé à retranscrire notre expérience, notre vécu de jeunes étudiants.
élèves dans une zone, on va dire, différente. Donc on était loin de notre confort. Et puis on a aimé notre vie là-bas. On a apprécié la vie. On a eu, comme on dit, on a tout appris. Il y a eu des erreurs, il y a eu des bêtises. Comme qu'on a été convoqué souvent aussi au conseil de discipline, ils ont appelé les parents. Donc tu vois, on a fait vraiment tout ce qu'un gamin de 13 ans, 14 ans, 15 ans pouvait faire. Et puis ça nous a donné un caractère. Et puis quand je suis revenu pendant les grandes vacances, quand je revenais à Abidjan 3 ans après, je n'étais plus la même personne, tu vois. Et au fond de moi, j'avais grandi. Même si c'était 3 ans plus tard, j'avais vraiment grandi. Et puis mon regard sur le monde et sur la vie tout court avait changé. Et puis même les grands frères du quartier qui essayaient de me soutirer de l'argent, ils ont compris que c'était notre homme. Et ils n'avaient plus de moyens de m'approcher. Ils avaient même peur de moi parce que j'étais devenu quelqu'un d'autre. Et je me suis frotté à l'adversité. Et puis j'étais devenu tellement mature que j'étais plus mature que les autres qui étaient les aînés. Et puis ils ne pouvaient plus m'approcher. Et puis voilà comment ça s'est arrêté. Et puis au lieu d'être intimidé, c'était moi qui étais l'intimidateur, quoi. Voilà, ça m'a permis de prendre ma revanche sur eux et puis sur la vie en quelque sorte. Et puis voilà comment c'est construit. Et à travers ça, on a écrit des œuvres, on a commencé à cogiter, écrire. Et on s'est dit, le premier rôle d'un témoin de la vie, c'est de témoigner. Et puis on avait envie de témoigner ce qu'on a vécu là-bas. Et puis c'est comme ça que la passion de l'écriture est partie, quoi. Qu'est-ce que l'enfant que tu étais penserait de l'homme que tu es devenu aujourd'hui? Je sais pas. Bonne question. Je me suis jamais posé cette question-là, d'ailleurs, parce que je ne sais pas. Je me suis jamais posé cette question. Je me dis que, est-ce que... Mais déjà, l'enfant que j'étais voulait être quelqu'un de libre. Il voulait voyager beaucoup, il voulait explorer le monde. Parce que je me rappelle d'Ibrid Tamsignan, un auteur guinéen qui disait que le monde est assez vaste et chacun devra avoir le droit d'aller vivre là où il veut, là où il le désire. C'est une question de feeling. Là où tu te sens bien, c'est chez toi. Et mon père disait ça à chaque fois. Il n'y a pas de beaux pays, il n'y a pas de bons pays, il n'y a pas de mauvaises villes, il n'y a pas de bonnes villes. Là où tu te sens bien, c'est chez toi. C'est aussi simple que ça, la vie. Il y a des gens qui naissent quelque part à Niamey, à Zender, qui ne sont jamais sortis de leur petite ville, quartier, mais qui vivent bien, qui vivent heureux parce qu'ils se sentent bien. Et puis il y a des gens qui ont fait le tour du monde et puis ils ne se sentent jamais bien nulle part. Donc la vie, c'est ça, c'est un ensemble. Et moi, j'ai toujours voulu voyager. C'est d'ailleurs ce qui m'a amené au journalisme parce que j'étais quelqu'un qui s'ennuyait beaucoup. Je ne voulais jamais faire chaque jour la même chose. Voilà, donc le journalisme m'a permis de découvrir des gens, de rencontrer chaque jour de nouveaux artistes, de nouveaux talents, de faire des reportages différents, que ce soit sur l'aviation aujourd'hui, sur une critique des scènes aujourd'hui, ou de me faire critique des films. Donc j'ai toujours aimé regarder des films, les regarder des gens et puis donner mon avis. Donc j'ai écrit sur tous ces sujets-là. Ça me plairait d'être aussi souvent en train d'interviewer un ministre d'État, un premier ministre, et puis le lendemain me retrouver dans un défilé de mode. Donc j'ai couvert tous ces sujets-là. Et puis je pense que c'est ce que j'ai envie de faire. J'aime pas m'ennuyer, donc j'aime voir des choses différentes à tous les jours. Je ne me voyais pas faire chaque jour, du lundi au vendredi, la même chose. Et pour moi, le journalisme, c'était ça. Et comme disait quelqu'un, le journalisme mène à tout. Voilà, on commence dans le journalisme, mais ça nous amène partout où on veut aller après. Ça peut être du journalisme touristique, du journalisme économique, ça peut être tout. C'est un milieu qui est tellement vaste et qui renferme et regorge de tellement de spécialités. Quels sont les projets journalistiques dont tu es le plus fier aujourd'hui? Je ne saurais pas dire exactement. J'ai tout aimé. Je sais pas. C'est bizarre, mais vraiment, j'ai vraiment tout aimé. Je pouvais aller couvrir une élection Miss au Burkina, ou traverser la frontière, aller couvrir un concert de Salvi qui était assis sur Gare et tout, au stade à Bamako, après 20 ans. Et je pouvais retraverser la route, revenir encore à Abidjan, traiter des sujets, faire l'interview d'une artiste. Et puis voilà, rencontrer un ministre d'État, parler avec lui de son projet politique. Je pouvais aussi débattre des sujets des budgets d'un pays, comprendre les nuances. Donc j'ai rencontré plusieurs chefs d'État, ça m'est arrivé de rencontrer plusieurs présidents de la République, ça m'est arrivé également de rencontrer plusieurs premiers ministres, des ministres également. Et puis je prends autant de plaisir à être avec eux avec un artiste en herbe qui débute dans le milieu. Donc vraiment, je ne saurais pas choisir.
Tu as parlé beaucoup de liberté. Est-ce que cette quête de liberté est un moyen pour toi de t'extraire du monde réel? Euh, je sais pas. Je sais pas si c'est le cas, mais je sais que je suis un gros rêveur. Par définition, quelqu'un qui rêve, c'est quelqu'un qui n'a pas tout réalisé, qui est toujours en quête de quelque chose. Et donc, moi, j'aime cette quête perpétuelle-là. Je ne sais pas derrière quoi je cours, mais j'aime courir derrière quelque chose que je n'ai pas encore atteint. Je pense que je suis constamment en train de cogiter, constamment en train de voir vers où je vais y aller. Je ne pense pas que je vais arriver à un moment donné où je vais dire que j'ai tout réalisé, tout atteint, puis je vais m'asseoir. Par contre, j'ai une anecdote, je me rappelle d'un petit frère, comme je t'ai dit, j'ai gardé dans un quartier modeste. Et puis, il y a un petit frère comme ça qui n'avait jamais voyagé, contrairement à moi, et puis qui n'avait pas été dans les milieux où j'avais été. Et moi, la première fois que j'ai pris l'avion, j'étais invité, je pense que c'était une invitation de lui et moi, je ne me rappelle pas très bien, ou la CEDEAO. Et puis je me suis rendu d'Abidjan au Burkina Faso pour aller couvrir un événement et puis revenir. C'était la première fois que je prenais l'avion d'ailleurs. Et puis quand on est venu, j'ai eu une rencontre aussi avec, dans le cadre des autres activités en tant que documentariste. J'ai été invité à un festival de Figaro. Et puis on a eu l'occasion d'avoir rencontré le président Laurent Gbagbo à l'époque, de partager un déjeuner avec lui et dîner avec lui. Et pour moi, c'était de l'ordre de nature. Et puis quand je suis revenu au quartier, le petit frère me voit, il me dit, mais Denkes, tu viens de prendre l'avion? Parce que c'est pas quelque chose qui est nouveau, qui est banal chez nous. Et puis là, tu étais en dîner avec le chef de l'État, le président de la République. Donc tu peux mourir maintenant. J'ai dit, je ne sais pas. Parce que pour moi, j'ai le sentiment que je ne sais pas encore. Il y a tellement encore des rêves à réaliser. Et même quand ça s'est devenu banal et que j'ai rencontré plusieurs autres chefs d'État après, mais même quand ce soit banal, j'ai toujours envie de rêver. Est-ce qu'il y a encore un rêve que tu n'as pas réalisé et que tu aimerais nous partager aujourd'hui? Moi, je suis venu en Amérique du Nord parce que je suis un communicateur, que ce soit à travers le cinéma, à travers l'écriture, à travers les documentaires que je réalise. J'avais envie de réaliser un premier film long métrage. Ça, j'ai toujours voulu faire ça parce que j'ai beaucoup écrit. J'ai plusieurs scénarios qui dorment dans les tiroirs, tu vois, plusieurs écrits comme ça que j'ai envie de dépoussiérer et puis de mettre au goût du jour. Mais c'est que le cinéma, c'est pas un milieu qui est facile, ça nécessite beaucoup d'argent, ça demande beaucoup de choses. D'ailleurs, mon dernier roman, RL, le Triangle des Pierres, ça faisait partie de ces scénarios-là qui dormaient dans les tiroirs. Et puis j'ai décidé, bon, à défaut de réaliser le film, de le mettre sous forme de narration en roman, quoi. Et puis voilà, c'est ce que j'ai fait avec RL. Donc, c'est cette passion déjà pour le cinéma. Et puis moi, je ne sais pas d'où venir cette passion plus, mais comme je t'ai dit, quand on vivait à Beaunois, entre jeunes, on aimait ça le cinéma. On aimait ça, discuter dans la cour de récréation, parler des films qu'on avait vus, débattre autour de ça. Mais on n'avait pas toujours l'argent. Et quand les parents nous envoyaient une somme, peut-être une petite somme de 5 000 francs CFA à l'époque, et tu devais vivre avec ça pendant un mois, il arrivait des fois où tu manquais d'argent. Mais tu n'avais pas toujours le courage de les appeler à chaque fois parce que tu as utilisé l'argent à d'autres fins. De l'arrivée, moi, en tant qu'élève étudiant, on n'avait plus d'argent. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Mais il y a un film qui vient de sortir. Et on a envie de suivre ce film. Je me rappelle d'Antonio Banderas avec son film Desperado qui venait de sortir. Tout le monde voulait voir le film. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'est dit, bon, qui parmi nous était capable de visionner le film en 1h30 du temps et de nous l'expliquer, nous narrer ça en 1h30? Donc, le regard s'est tourné tout de suite vers moi. Ah, mais dingue, toi, tu peux nous expliquer le film en 1h30. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va cotiser de l'argent pour que toi, tu ailles voir le film et que, après avoir fini le film, tu viens nous expliquer le film. Et donc, comme ça que ça marchait. À chaque fois qu'il y avait un film et qu'on n'avait pas l'argent d'aller tous, donc j'allais voir le film à la place des gars. J'ai regardé le film en 1h30 et j'ai arrivé à l'expliquer ça en 1h29. Donc, je donnais tous les détails de ce que j'avais vu parce que je savais emmagasiner, retenir les choses. Donc, je narrais tout, absolument tout. Du générique jusqu'à la fin, le jingle, comment c'est passé, c'était quoi la réplique, c'était quoi la réplique de l'autre, l'acteur principal, c'était quoi la scène. Donc j'arrivais à expliquer ça aux gars. Et puis moi, j'étais content quand le lendemain, à 10h30, à l'heure de la récréation, je voyais chacun dans son coin en train d'expliquer aux autres amis comment est-ce qu'ils avaient vu le film alors qu'ils n'avaient pas vu une seule minute du film. Donc pour moi, ça a toujours été ça. Et puis donc,
Le cinéma a toujours eu ça en moi et puis ça c'est le rêve, éventuellement. Mais comme disait quelqu'un, le cinéma c'est à tout âge. On peut réaliser son film quand on est prêt, quand on se sent prêt à tout moment. Et donc, ton premier film, est-ce que ce sera ton premier livre donc? Non, 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 ça peut être d'autres choses. Il y a plusieurs autres. Ben, je ne dirais pas mon premier film, peut-être mon premier long métrage, parce que j'ai déjà fait deux films documentaires. Le premier, c'était Bamako, un empire du thé. Ça a été réalisé au Mali. C'était une histoire autour de cette boisson chaude venue d'Asie. Comment est-ce que cette boisson-là est arrivée à prendre tout le pays au Mali? Et que ce soit au palais présidentiel, que ce soit dans n'importe quel petit bureau. Et moi, je me souviens, j'ai vu une vendeuse de peignets qui me disait qu'elle boit son dernier verre d'été à minuit avant d'aller se coucher. Donc ça n'a aucun impact. Tant qu'elle ne prend pas la main à la tête, tu as le blanchisseur qui se dit quand il se lève à 5 h du matin, la première chose à faire c'est prendre un verre d'été. Donc il y a des addictions là-bas et puis c'est vraiment une cause nationale. Moi ça m'a plu d'interviewer des sociologues pour comprendre un peu la place du thé ici, comment est-ce que l'histoire du thé au Mali, d'où ça venait, et puis c'est une véritable passion. Donc mon premier film documentaire c'était sur ça. Et le second c'est Toronto, une leçon de Djemé, qui essaie de retracer le parcours des deux grands maîtres Djemé Fola qui se sont retrouvés au Canada pour continuer l'enseignement de leur art et même qui ont hérité ça de leurs ancêtres, de leurs parents. Donc j'ai toujours aimé ça, m'intéresser à l'histoire des différents peuples. Et donc moi, je suis un communicateur, comme je disais, au sens le plus large possible, que ce soit en écriture, que ce soit en journalisme, que ce soit en cinéma, je me plais dans ce milieu-là. On va revenir sur ta passion pour l'écriture et ton métier d'écrivain. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Euh, il y avait une matière à l'école, je ne sais pas si on l'a commencé très tôt, mais depuis le primaire, peut-être qu'on appelait l'expression écrite. Et puis dans ce cours-là, il y avait une partie où on disait à chaque fois donner une suite au texte. Il faut dire que j'avais de l'imagination assez fertile pour pouvoir donner une suite à chaque fois au texte aussi. Donc déjà, je m'imaginais donner une suite au texte des différents auteurs. Et puis, mais par contre, bizarrement, j'étais plus dans l'ordre des scientifiques, j'étais plus dans une série plutôt scientifique et littéraire. Mais j'avais cette passion de l'écriture et puis, comme je dis, de raconter un peu les faits. Et donc, j'ai réussi comme ça à travers cet exercice d'expression écrite à rendre témoignage, à imaginer des choses. Et donc, j'ai toujours su que je finirais par écrire. Mais je commencerai par quoi, je ne sais pas. Je pense que j'ai écrit des pièces de théâtre, mais jusqu'à présent, elles ne sont jamais publiées aussi, qui sont dans les tiroirs. Je ne sais même pas c'était quoi le premier livre que j'ai écrit, je ne sais pas. Mais le premier que j'ai publié, c'était Pastis et Vertige amoureux. C'est un recueil de poésie qui fait presque 200 pages. Et puis, je l'ai écrit parce que je voulais rendre un peu hommage à ma mère. Ma mère est décédée, j'ai envie de dire, assez tôt, et puis d'un cancer des seins, ce qui n'était pas évident. Et puis moi, je voulais lui rendre hommage. Et puis je savais que je ne pouvais pas écrire tout un roman pour lui rendre hommage. Je dis, je vais m'appuyer sur la poésie parce que je suis grand fan de Théophile Gautier, de Victor Hugo, de Baudelaire et Senghor, mais Césaire, entre autres, qui ont écrit de très beaux livres. Mais j'étais un peu plus facilement dans le courant baudelairien avec Charles Baudelaire. Donc je me suis dit, il a souvent des poèmes qui sont succincts, brefs, précis, mais qui sont profonds. Et je me suis servi de ma passion pour sa plume. Je me suis servi aussi de ma compréhension de son art pour écrire mon premier recueil de poésie, voilà, qui m'a permis de rendre hommage à ma mère et puis à travers à toutes les femmes, voilà, qui portent la maternité de ce monde. Donc c'était ça le premier livre. Et puis à travers ça aussi, j'ai développé différentes thématiques qui nous parlent de la vie, qui nous parlent de la mort, qui nous parlent du remords, qui nous parlent du péché. Donc c'est pourquoi le livre se subdivise en deux parties. Pastis, pastis qui est une boisson, un apéritif bien connu de tous, notamment en Europe, et puis en même temps qui est un mot qui signifie un mélange, quelque chose de trouble. Donc le mot pastis, c'est un peu comme le salamongodis, c'est quelque chose qui est mélangé, qui
qui est troublée. Donc c'est ça qui me dit, ok, vu que j'ai une partie dans le recueil qui aborde les choses sombres de la vie, telles que la mort, telles que le remords et le péché, cette partie va s'appeler Pastis. Ça parle des vicissitudes de la vie. Et puis la deuxième partie qui est Vertige amoureux nous parle des différents visages de la femme. Voilà, qu'elle soit maternelle, qu'elle soit l'épouse, qu'elle soit... Ça dépeint vraiment la femme. C'est pourquoi même sur la couverture, on a du mal à cerner le visage de la dame qui est dessus parce qu'elle porte plusieurs visages, plusieurs casquettes. Donc c'était ça, Pastis et Vertige amoureux. Et puis à la suite de cela, j'ai publié R, le triangle de Pierre, qui est une histoire assez... Je sais pas, c'est une histoire de fiction, mais c'est une histoire assez compliquée. C'est quelque chose qui prend sa source dans l'histoire 400 ans avant l'esclavage. Et voilà, donc, et puis que se termine à notre époque d'aujourd'hui. Donc, c'est RS, c'est un soldat africain qui naît en Côte d'Ivoire, qui va faire une mission au Libéria, qui va hériter des pouvoirs ancestraux. Et une mission aussi ancestrale pour récupérer 3 morceaux de pierre qui ont disparu de l'Afrique pendant cette période-là. Donc, dans ces recherches, il y a un morceau évidemment de pierre qui restait sur le continent africain. Les 2 autres ont disparu avec les premiers esclaves qui sont partis. Donc, selon ces recherches, il y a une pierre qui se trouve en Amérique du Nord, l'autre pierre se trouve en Europe. Et donc, lui, il a une mission d'unifier ces pierres-là. Parce qu'il paraît que ces pierres ont un pouvoir d'hypnotisation et d'unification. Donc le fait de réunir à solidifier ces pierres-là vont attirer vers la meilleure partie toute la diaspora noire éparpillée à travers le monde. Donc c'est une histoire vraiment folle et dans laquelle c'est un roman qui est à la fois d'aventure, d'histoire et puis c'est aussi un roman policier. Donc parce qu'il y a le FBI qui s'en mêle, parce que ça va changer l'équilibre du monde. On a le Canada, qui est un organisme plus ou moins lugubre qui renferme le monde arabe. Donc c'est vraiment plusieurs gens qui se chevauchent dans ce roman-là. Et puis dont l'histoire, dont la fin a été écrite plusieurs fois et qu'elle a changé plusieurs fois au final. Et puis voilà, donc c'est vraiment ça. Et puis moi, je prépare maintenant cette fois-ci, je vais écrire des livres pour enfants parce que j'ai voulu faire ça aussi. J'en ai plusieurs qui sont prêts. Quand est-ce qu'ils vont sortir, j'ai aucune idée. C'est entre les mains de mon éditeur, on verra. Et puis voilà, là je continue aussi à mettre sur pied un jeu ludique qui permet aux gens comme ça de découvrir l'Afrique, découvrir les 54 pays de l'Afrique, découvrir l'Afrique parce que l'Afrique, ça reste un continent qui est encore méconnu à travers certains contrées du monde. Donc on permet aux enfants ici en Amérique du Nord de se reconnecter avec l'Afrique et puis s'ils ne connaissent pas le continent africain, de découvrir cela en jouant et en répondant à diverses questions sur la géographie, sur l'histoire, sur la cuisine africaine, sur plusieurs choses, parce qu'à partir du constat que presque dans le monde francophone, tous les jeux nous parlaient plus de la prise de la Bastille. On nous parlait très peu des lianes, des ports des lianes des Mans, donc voilà, ou de l'empire de Moussi. Donc il y avait vraiment de quoi faire, et puis parce qu'on s'est dit, il ne faut pas toujours nourrir le ventre de nos enfants, il faut aussi nourrir les matières grises. Et puis c'est ça notre leitmotiv. Ton nom d'auteur est Draman Denkes. Pourquoi Denkes? Pourquoi ce surnom? Denkes, c'est un prénom qui m'a été donné par ma mère. Je ne sais pas pourquoi quand j'étais petit, et puis c'est resté, j'aimais bien, et puis je l'ai adopté comme notre plume, et puis voilà, ça m'a servi un peu partout, donc je l'ai gardé, ça me sied bien. Et ouais, j'aime bien ça, et puis c'est aussi simple que ça. Est-ce que tu te dissocies de ton rôle d'écrivain ou est-ce que tu penses que ce sont 2 entités absolument pareilles? Me dissocier, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que Draman l'homme est différent de Draman l'écrivain? Non, je pense qu'on est forcément lié à ce qu'on écrit, parce que nous sommes quand même le résultat et la somme de ce que nous sommes. Ce sont nos expériences qui nous guident, ça va inspirer nos choix d'écriture, ça va tout inspirer en nous. Et puis ça nous guide, veut ou on ne veut pas, c'est présent. Ça peut ne pas être notre vie, mais on va s'inspirer des petits bouts de ce que la vie nous donne. Je sais que dans RR, j'évoque souvent sur le cas d'un ami que j'ai connu à Bonoa, tu vois, donc l'histoire de sa famille dont tu me racontes. Donc il y a forcément quelque chose autour de nous qui... Voilà, ça peut être plusieurs histoires, une fiction, et puis également plusieurs bouts d'histoire des gens qui s'entremêlent pour donner ce résultat-là. Ouais.
Tu parlais d'écrire maintenant des livres pour enfants. Est-ce que tu as des enfants? Et si oui, quelle éducation tu leur donnes en tant que père? Et puis surtout, quel rapport ils ont avec l'histoire de l'Afrique, de l'afrodescendance? Des enfants, oui. Qu'est-ce que je leur donne comme éducation? Je sais pas. Je pars du principe que, comme j'ai grandi, pour moi, c'est tout un village qui éduque un enfant. C'est pas juste ce que le père lui donne comme enseignement, c'est la société aussi a son impact là-dedans. Et puis, parce que à chaque étape de la vie, on inspire quelqu'un, que ce soit nos enfants ou soit les enfants de quelqu'un d'autre, ou un petit frère ou un grand frère, n'importe qui, on inspire quelqu'un. Parce que chaque fois qu'on fait quelque chose, on apprend toujours quelque chose à quelqu'un. Et ça, c'est la vie. Même si c'est un mot que tu apprends à la personne, et quand on te lit, quand on t'écoute, on dit, ah, je viens d'apprendre ce mot parce que je ne le connaissais pas, je l'ai appris grâce à celui-là. Donc, on est constamment en train d'inspirer quelqu'un. La seule chose qui est importante, surtout quand on transmet des valeurs à un enfant, c'est de dire que il faut qu'il soit de bonnes valeurs. Voilà, on lui donne le schéma à suivre et puis on espère qu'il va être sur le bon chemin. C'est le plus important. Maintenant, la passion peut prendre le pas. Chaque enfant naît avec son caractère, avec sa passion. Ça va être difficile de les canaliser dans une chose que les parents aimeraient, mais ce n'est pas forcément ça. Donc c'est mieux de laisser l'enfant s'exprimer selon le caractère qui est inné en lui. Et puis tout ce qu'il fait, qu'est-ce que tu peux faire de plus, c'est de lui donner les bonnes valeurs. Et puis laisser son caractère, lui montrer la voie qu'il a à suivre. Quelle est la différence entre la jeunesse noire native en Afrique et la jeunesse noire, la diaspora qui vit ici en Amérique du Nord, au Canada, précisément? Je pense que aujourd'hui le monde est devenu un gros village. Parce que même celui qui naît ici, c'est ce qui se passe en Afrique. Et celui qui naît en Afrique, c'est ce qui se passe en Amérique du Nord. C'est tellement connecté. Avant, on n'avait pas toutes ces informations-là. Tu vois, tu devais courir, tu devais forcément aller dans un endroit bien précis pour savoir ce qui se passe dans cet endroit-là. Aujourd'hui, les gens nous disent, comme j'entends l'habitude de dire, que le monde est devenu violent. On a beaucoup trop de guerres. Il y a tellement de choses. Mais le monde n'a pas changé. Moi, depuis que je suis petit, le monde a toujours été comme ça. Il y a toujours eu des guerres. Avant, on avait la guerre au Libéria, on avait la guerre à Sierra Leone. C'est juste que ça substitué. On est rendu à la guerre au Soudan. Mais ça a toujours existé. Mais on en parlait peu parce que le moyen de communication, c'était uniquement la télé et la radio. Mais de nos jours, n'importe qui avait son téléphone, son portable peut filmer une scène et puis poster, diffuser à travers partout à travers le monde. C'est ça qui a changé. C'est l'abondance de ces informations-là qui a changé. Mais le monde en tant que lui-même n'a pas changé. Ça a toujours été comme ça. Un monde trouble, un monde pastis. Ça a toujours été ça. On dit beaucoup on entend souvent que l'Afrique régresse. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour grandir davantage? Et est-ce qu'elle régresse véritablement? Je ne pense pas que l'Afrique régresse. Je pense qu'il y a une mutation. Il y a une mutation. Personne ne va réinventer la roue. Personne. Que ce soit en Afrique ou en Occident, partout. C'est juste que la roue tourne. Et elle a tendance à tourner que des choses qui sont passées à 50 ans, elles peuvent revenir de nos jours parce que les idées sont portées par quelqu'un d'autre qui me connaît peut-être l'histoire. Donc c'est un peu un éternel recommencement, mais il n'y a pas de régression en tant que tel. On n'est pas en train de dire qu'on tend vers l'évolution totale ou est-ce qu'on est en train de régresser. Non, il n'y a pas de régression. C'est comme quelqu'un me dirait aujourd'hui l'Amérique régresse. Non, il n'y a pas de régression. C'est juste que c'est des idées qui sont différentes et des choses qui sont passées il y a 50 à 60 ans continuent à revenir et puis personne ne réinvente la roue, chacun s'inspire de l'histoire. C'est comme n'importe quel chef d'État qui arrive aujourd'hui, il va s'identifier forcément à ses prédécesseurs. Est-ce que c'était celui qui était là il y a 20 ans, celui qui était là il y a 40 ans? Il y a toujours quelqu'un quelque part qui nous inspire. Personne n'est seul et puis vient des idées magiques. Il y a quelqu'un quelque part qui a forgé nos pas, qui nous a guidés. On s'est dit, tiens, cette personne s'est arrêtée là, moi j'aimerais continuer sur ses pas. Ça a toujours été ça. Il n'y a pas véritablement de régression. Et puis qu'est-ce qu'elle peut faire? Je pense que il faut qu'on arrive, selon moi, l'Afrique a donné le pouvoir au peuple.
Et donner le pouvoir au peuple, ça ne veut pas dire... il ne faudrait pas que ce soit un vain mot. Parce que j'entends beaucoup nous dire en Afrique, on a essayé la démocratie. On a essayé longtemps la démocratie et ça n'a pas marché. Mais c'est faux. On n'a jamais essayé la démocratie. On a des gens qui étaient là, qui avaient tous les leviers du pouvoir et qui nous ont fait croire qu'ils étaient dans une démocratie. Il faut un semblant de démocratie. On ne l'a jamais essayé véritablement. Et ceux qui sont frustrés aujourd'hui ont raison d'être frustrés parce que pour la démocratie, on leur a fait croire qu'ils ont essayé la démocratie, mais ce n'est pas vrai. Ils ne l'ont jamais essayé. Et ils sont tellement frustrés qu'ils ne veulent rien savoir de la démocratie. Alors que dans une société, il faut se donner un minimum de dénominateurs communs. Et c'est ce minimum de dénominateurs communs-là qui va nous permettre de se donner des petites règles. Et c'est cette règle-là qui permet à une société d'évoluer. Et c'est là où on n'est pas encore rendu en Afrique. Il faut qu'on apprenne à devenir une nation. Et je vois des pays qui sont constamment en train de changer de leader, surtout même par des armes, par la violence, ce n'est pas la solution. Je pense qu'on peut se doter des mécanismes, comme je dis, trouver un dénominateur commun qui permet à tout peuple aujourd'hui d'aspirer au changement sans prendre le coup de fusil. Il faut que si aujourd'hui le peuple veut se débarrasser d'un président de la République, il faut lui donner les outils de le faire sans recourir à la force. Il y a des mécanismes qui existent. Il y a plusieurs pays au monde qui l'appliquent. Ça leur permet de destituer un président corrompu, un président impopulaire, un président incompétent. Il faut qu'on ait ce type de mécanismes-là. Et c'est quand on aura ce type de mécanismes-là, avec des institutions fortes qui vont nous permettre de recourir au changement sans forcément recourir à la violence, là, on aura évolué. On va parler à présent du concours littéraire Baobab. En quoi consiste ce prix? Depuis quand il existe? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Le prix littéraire Baobab, c'est un prix littéraire qui... nous avons réfléchi ensemble avec des amis en tant qu'auteurs également et des éditeurs. Et ensemble, on s'est dit qu'il y a beaucoup de prix littéraires. Je ne sais pas, il y en a combien en France? Peut-être une centaine. Et en Afrique, on n'en a pas beaucoup. Et puis, et la plupart des prix littéraires ont beaucoup un regard occidental sur les œuvres des auteurs africains, qu'ils soient du continent ou de la diaspora. Et nous, on a voulu donner un regard africain. Donner un regard africain à l'appréciation des œuvres des auteurs africains. Et c'est là avec le concours des amis et puis de plusieurs personnalités qu'on est allé chercher pour avoir les bénédictions. Je pense à Maurice Bandama, Grand Prix littéraire d'Afrique noire, qui est aujourd'hui ambassadeur de la Côte d'Ivoire à Paris. Voilà. Et puis Madame Mariam Sy Diawara, une grande éditrice aussi, fondatrice de la Maison de l'Afrique à Montréal également. Donc il y a plusieurs personnalités comme ça. Je pense au ministre Epiphane Zuro-Bibalo, à M. Dramane Konaté, qui est aujourd'hui le PCA du FESPACO, le Festival panafricain de cinéma de Ouagadougou. Donc toutes ces personnes nous ont apporté un peu leur bénédiction à la mise en forme de cette œuvre-là. Donc c'est un prix qui apporte un regard nouveau, certes, mais un regard d'Africain sur les œuvres d'auteurs africains. Donc ça permet de récompenser chaque année comme ça, depuis maintenant 5 ans, les meilleurs auteurs d'Afrique et de la diaspora. Quand nous on parle de diaspora, on parle de tout ce qui se reconnaissent en eux une forme d'africanité, qu'ils soient à Jamaïque, qu'ils soient à Guadeloupe, qu'ils soient au Brésil, ils font partie pour nous de la diaspora africaine. Voilà, donc nous soumettons des œuvres, on reçoit pas mal de romans chaque année. Et puis il y a une première sélection qui est faite par le comité de l'Académie des Baobabs, une deuxième sélection. Et puis à la fin, le dernier mot revient aux élèves et étudiants d'Afrique qui ont le temps de choisir entre 3 romans le Baobab du roman de l'année. Et puis à côté de ça, on récompense aussi le Baobab du premier roman parce qu'on ambitionne d'encourager la relève et permettre aussi à la relève d'être encouragé et de continuer dans ce schéma-là. Donc à travers le Baobab du roman, c'est celui qui publie son tout premier roman. Et puis l'année dernière, je pense que c'était Lisette Lombé qui l'a remporté, une Congolaise belge, son premier roman. Et puis le Baobab du roman l'année dernière est venu à Wole Soyinka, voilà, pour l'homme le pays des gens les plus heureux du monde. Et puis cette année, on innove avec un Baobab de la poésie. Parce qu'on avait beaucoup de poètes qui nous écrivaient depuis longtemps pour savoir pourquoi est-ce qu'on ne primait pas également de la poésie. Et puis étant nous-mêmes dans ce courant littéraire, là, on s'est dit pourquoi pas, c'est un courant littéraire encouragé. Et puis voilà, donc cette année, on a le Baobab de la poésie qui va permettre de récompenser le meilleur poète du continent, tout simplement. Et comme chaque année aussi, on remet un Baobab d'honneur. Ce Baobab d'honneur permet de récompenser quelqu'un pour l'ensemble de ses œuvres. On a eu Amadou Ampateba qui a eu également le Baobab d'honneur à titre posthume, Bernard Dadier,
et puis Amadou Koné, qui va être parmi nous cette année, Inch'Allah. Donc, c'est ça. Il y a toujours une sommité qu'on essaie de récompenser pour l'ensemble de son œuvre. Quelle est la suite pour toi? Quels sont les projets? C'est de continuer le baobab, continuer à encourager nos auteurs, à les inciter davantage à l'écriture. Nous, on est chanceux de voir que chaque année, il y a une quarantaine, cinquantaine d'œuvres africaines, d'Afrique diaspora qui viennent à nous, de voir qu'il y a autant d'engouement, de voir l'implication de toutes les maisons d'édition. On espère simplement faire grandir ce prix-là, qui gravite désormais autour d'un festival, c'est le Festival littéraire d'Afrique diaspora. On essaie de donner des formations sur les b.a.-ba du métier d'auteur. Voilà, comprendre également la chaîne du livre de A à Z. Et puis, à travers des masterclass, des conférences d'auteurs, on essaie de permettre autour de ces 3 journées d'activité-là aux gens de se familiariser avec le livre, de découvrir davantage le livre africain et toutes les belles histoires qui se cachent derrière nos auteurs. Donc, on veut continuer sur ce chemin-là déjà. Et puis, voilà, comme j'ai dit, on prépare la sortie officielle d'un jeu ludique qu'on a préparé pour faire découvrir l'Afrique aussi. Pour nous, c'est important aussi. Et puis, pourquoi pas réaliser le premier long métrage, Inch'Allah. Je te le souhaite en tout cas. Merci infiniment pour ton temps et pour ce moment. Est-ce que tu as des derniers mots pour clôturer l'interview? C'est merci à toi, merci de m'avoir invité. Je ne sais pas comment j'ai fait pour tomber dans ce piège, mais merci. Merci infiniment. À bientôt. À bientôt.